Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. Le thème de ce webinaire, donc du webinaire du jour, c'est les bons réflexes concernant l'épargne. Bonjour messieurs. Bonjour Baptiste. Je vous présente Frédéric Puzin, qui est le fondateur du groupe Quorum, Jonathan Wasserman, qui est le président de Quorum l'épargne et qui nous parlera notamment d'obligataires, et Philippe Servézy, qui est le directeur de l'immobilier et qui nous parlera notamment de SCPI. Donc le but du jour est d'aborder les réflexes quant à l'épargne et par rapport à la période qu'on traverse et que l'on a traversée, de parler également de Quorum, qui conçoit, donc qui fabrique, qui gère et qui propose des produits qui sont des produits immobiliers et également obligataires, qui ont pour but de délivrer de la performance dans la durée et également d'essayer d'apporter quelques conseils quant à l'utilisation que l'on peut faire de son épargne. Donc je me tourne vers toi Frédéric. En quoi cela est-il pertinent de se poser la question en 2021 de ce que l'on peut faire de son épargne? Alors, c'est pertinent, mais peut-être avant de parler de 2021, on va peut-être revenir sur 2020. Voilà, il y a tout juste un an, on a été tétanisé. Enfin, on a vécu un véritable choc. On est rentré dans un espèce de tunnel qui était inconnu pour nous. Voilà, donc ça a été un choc pour les entreprises, pour les particuliers, les salariés, les gouvernants, et on y est toujours. Hein, peut-être à quelques heures d'un reconfinement de la région parisienne. Voilà, cette crise, elle est toujours là, et les premiers moments ont été excessivement durs. Alors, ce qui paraît un peu plus facile, non pas à entendre aujourd'hui, mais en tout cas, on sait à quelle sauce on va se faire manger. On ne savait pas où on allait. Et donc, il y a eu un premier réflexe qui a été lié à une forme de sidération où on s'est un peu tous recroquevillés sur nous-mêmes, quel que soit, qu'on soit une entreprise, une administration, un État, un homme, une femme. Et évidemment, quand on se recroqueville sur soi-même, c'est pour se protéger et pour se protéger de l'incertitude de l'avenir. Et donc, parmi tous les actes de la vie, on va dire courante, quotidienne, penser à l'avenir, c'était d'abord penser précaution. Et évidemment, l'épargne dans ce cadre-là a été un sujet de préoccupation, non pas pour les projets d'avenir, mais pour se protéger de l'avenir. Voilà. Et donc, après un an, et après avoir vécu, on va dire, ensemble cette expérience, pour nous, chez Quorum, et je pense comme pour beaucoup de personnes, et notamment d'entreprises, mais aussi d'épargnants, il a fallu se remettre en route dans un nouveau contexte, dans un nouvel environnement. Et en définitive, le constat, c'est que cet environnement, oui, il a amené de nouveaux dangers, il a amené de nouvelles incertitudes, mais il a aussi permis de ramener au centre de nos préoccupations des choses un peu plus viscérales et un peu plus importantes et aussi un peu plus basiques. Et nous concernant, bien, on s'est concentré tout d'abord sur bien faire dans la partie immobilière, faire en sorte que les loyers soient encaissés, sur la partie crédit, faire en sorte que les intérêts et le capital soient remboursés, et puis de façon un peu plus générale, se dire où sont les nouvelles opportunités, parce qu'évidemment, avec toute nouvelle situation, il y a des nouvelles opportunités. C'est-à-dire que les opportunités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, et il faut savoir continuer à lire dans l'avenir et anticiper. Et du coup, je me tourne plutôt vers Jonathan et Philippe. Frédéric a parlé de 2020 et de la façon dont ont pu réagir les entreprises, les administrations et chaque personne. Vous, comment ça s'est comporté? Je commence par toi, Jonathan, avec les obligations, et peut-être commencer par expliquer ce qu'est une obligation. Merci Baptiste. Alors, en effet, qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, c'est très simple. C'est un prêt que l'on fait à des entreprises pour qu'elles puissent financer tous leurs projets de développement. Et donc, ces entreprises doivent rembourser le capital du prêt plus des intérêts. Donc, voilà ce qu'est une obligation. Donc, comme l'a dit Frédéric juste avant, la crise est apparue très, très rapidement. L'économie a été complètement à l'arrêt en mars et en avril lors du premier confinement. Et donc, un premier sentiment peut-être de crainte et de se dire mais comment les entreprises, sur ce marché obligataire, vont pouvoir continuer à rembourser leurs prêts, sachant que l'activité économique est à zéro.
Et on a vu très rapidement que toutes les banques centrales ont répondu présentes et ont aidé massivement ces entreprises pour éviter les faillites en grand nombre. Et un chiffre important sur 2020, c'est que le nombre de défauts d'entreprise, alors ce qu'on appelle le défaut sur le marché obligataire, c'est une entreprise qui ne rembourse plus, qui n'est plus capable de rembourser son prêt. Et ce taux de défaut a reculé de 38% en 2020. Et donc, c'est le taux le plus faible depuis 30 ans sur le marché des obligations. Donc, il y a eu très, très peu d'entreprises en 2020 qui se sont retrouvées en défaut et donc qui n'ont pu rembourser leurs prêts. De l'autre côté, c'est le travail de nos gérants en interne, c'est de se dire à cette situation exceptionnelle, comment on peut se démarquer. Et on a vu quelques activités, je vais vous citer un exemple que vous connaissez tous, qui est une entreprise qui s'appelle Netflix, qui a vu, grâce au confinement et à l'arrêt du travail, et avec le télétravail, une explosion de ses abonnements. Donc, le travail des gérants a trouvé des nouvelles opportunités comme Netflix. Les aides massives qui ont évité aux entreprises de faire faillite ont fait que 2020 était plutôt une bonne année au niveau du marché obligataire. Et sur nos propres fonds, sur nos 4 fonds obligataires, tous ont eu une performance positive en 2020, avec des performances qui sont allées de 2% jusqu'à plus de 19%. Donc, une année à 2 niveaux. Première, le confinement avec une crainte de savoir comment va se passer cette crise, et puis derrière, une réaction qui a permis de très bien passer 2020. Okay. Donc, des performances positives finalement, malgré les turbulences qu'on a pu connaître tout au long de l'année 2020. Merci Jonathan. À présent, Philippe, sur la partie immobilière et sur les différentes SCPI que tu gères, quels ont été les impacts et comment toi tu as vécu 2020 dans tous les métiers de l'immobilier? Je dirais qu'il y a une réaction en 2 temps sur 2020, sur deux métiers différents. Le premier impact et la première chose à laquelle on pense, c'est la gestion locative. Parce qu'évidemment, on a un parc immobilier conséquent avec de nombreux locataires, de nombreuses classes d'actifs dans plusieurs pays, et ceux-ci ont été impactés différemment. La première chose qui a été très très importante pour nous, c'est le lien direct avec nos locataires. On a toujours voulu, chez Quorum, et malgré un patrimoine pan-européen, donc pas forcément le plus simple à gérer, on a toujours voulu gérer nos actifs immobiliers en direct. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un lien direct avec le locataire. Alors évidemment, déjà, sans la crise sanitaire, ça avait un sens et c'était quelque chose qui était vraiment créateur de valeur, puisque ça permet, par exemple, de connaître l'état d'esprit d'un locataire et éventuellement d'anticiper un départ si jamais on sent que l'entreprise grossit et qu'elle a besoin de plus de place, ou à l'inverse, d'anticiper la volonté de ce dernier de rester dans l'immeuble parce qu'il a besoin de la localisation. Merci Philippe, je me permets juste de te couper une seconde parce que tu parles de locataires, tu viens de dire entreprise, est-ce que tu peux peut-être donner quelques exemples d'entreprises, parce que dans l'immobilier, il peut y avoir plusieurs types de locataires, il peut y avoir un particulier, ou là, dans ton cas des entreprises, est-ce que tu peux donner quelques exemples ou Bien sûr. Alors, les SCPI Quorum sont des SCPI qui sont investis en immobilier commercial. Donc, ça veut dire qu'on gère un parc immobilier notamment de bureaux, de commerce, de logistique, d'hôtellerie principalement. Donc, les locataires sont pour la plupart des grandes entreprises. On peut donner certains exemples d'entreprises connues, Accor, Vodafone, plusieurs supermarchés par exemple, comme Carrefour. Voilà, ce sont nos locataires aujourd'hui. On a de très gros locataires dans différents pays. On peut citer des entreprises étrangères très connues comme Brembo, qui est le leader mondial des systèmes de freinage en Italie par exemple. Merci. Ou Google. On a un parc immobilier qui est très varié, avec surtout des entreprises qui sont impliquées dans différents secteurs, ce qui est quelque chose de très important, et j'y reviendrai dans le contexte du Covid-19. Je disais qu'on avait géré ça du coup en direct avec nos locataires, ce qui nous a permis également d'être assez en amont des négociations éventuelles avec ces derniers, de savoir les entreprises justement qui étaient plutôt dans une logique de profiter un peu de cette crise sanitaire, parce que généralement les premières entreprises qui viennent vers vous, c'est des très grosses entreprises, parfois qui sont dans des bureaux et qui sont pas forcément impactées directement, mais qui sont très bien conseillées. Et puis parfois, il y a des entreprises un peu plus modestes
notamment impliqués dans des secteurs plus touchés comme l'hôtellerie et la restauration, et pour lesquels évidemment on pouvait envisager des aides via notamment des aménagements et des différés de paiement de loyer. Le lien direct qu'on avait tissé dans le passé avec nos locataires, ça a probablement été ce qui nous a permis de traverser cette crise, ce qui nous a permis de générer les performances de 2020 qui ont été conformes aux attentes, puisqu'on a distribué 6% sur Quorum Origine, 5,66% sur Quorum XL, qui a un objectif de 5%, et même une performance assez extraordinaire sur Orion, qui est la SCPI qu'on a lancée en 2020, de 10,40% pour une performance qui est censée être à 4,5%, un objectif de 4,5%. Et c'est la gestion locative, ça a été vraiment la première brique, on va dire, de cette crise sanitaire du Covid-19. La deuxième brique, le deuxième élément important qui a été absolument essentiel, ça a été de prendre un peu de hauteur sur cette crise, de l'analyser et de se dire, voilà, c'est une crise, il y a des gagnants, il y a des perdants, il va y avoir aussi des opportunités qui vont être générées, comment est-ce qu'on peut essayer d'en profiter? Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir également par classe d'actifs. Le bureau, le commerce, l'hôtellerie, la logistique n'ont pas été impactés de la même façon. Et au sein même de certaines classes d'actifs, on peut parler du commerce, certains ont été impactés de façon très différente. Les supermarchés, les magasins de bricolage ont par exemple été plutôt des gagnants de cette crise du Covid-19, puisqu'ils ont pu, dans la plupart des pays, rester ouverts et les gens ont énormément consommé. Quand évidemment certains commerces de centre-ville avec des marques de mode, de textile ont été bien sûr un peu plus touchés, tout comme l'hôtellerie et la restauration. On peut peut-être parler des pays également, parce que la crise n'a pas touché tous les pays de la même façon. Quel a été ton discernement ou ton analyse par rapport à ça? Non, effectivement, et c'est le deuxième point important, c'est qu'on a cette relation directe avec le locataire, et l'autre point un peu différenciant de notre gamme de SCPI, c'est la diversification. On est aujourd'hui présent dans 17 pays, et évidemment, ces 17 pays ont été impactés de façon très différente. Quand l'Europe, qu'on va qualifier d'occidentale, a été très touchée, l'Europe de l'Est, notamment au moment de la première vague, a été beaucoup moins touchée. Les magasins, notamment, sont restés ouverts dans la plupart des pays baltes, en Europe de l'Est, mais également dans le Grand Nord, en Finlande, en Norvège. Quand l'Europe, notamment la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas ont été plus touchés. Et on a une analyse qui est globale au niveau des pays. On a des fonds qui sont impliqués dans des pays au-delà de la zone euro. On avait été très présent au Royaume-Uni, comme certains le savent depuis le Brexit, puisque ça avait été générateur de beaucoup d'opportunités. Le Covid-19 a prolongé en fait cette période d'opportunités. La livre était revenue à un niveau assez important avant la crise sanitaire. Elle est redescendue au moment de la crise sanitaire, ce qui nous a permis de pouvoir racheter certains immeubles au Royaume-Uni dans de très bonnes conditions. Dans la même veine, ça nous a permis de réaliser également notre premier investissement outre-Atlantique au Canada. Le dollar canadien a été assez impacté par la crise sanitaire et il était du coup en 2020 relativement intéressant de se positionner sur ce marché-là. Donc on a essayé de prendre un peu de hauteur et d'être opportuniste et de bénéficier d'un cycle à l'investissement qui finalement était de façon très pragmatique un peu plus favorable que quelques mois auparavant. Philippe, je t'interromps une seconde, mais pour bien illustrer le propos, tu parlais de la livre qui commençait à remonter début 2020. Elle était aux environs de combien? Alors en fait, juste avant la crise sanitaire, la livre elle avait atteint 1,18. C'est-à-dire que pour un pound, on pouvait avoir 1,18 €. Et elle est redescendue suite à la crise sanitaire à des niveaux très très bas, puisqu'elle est redescendue à 1,06. Très très bas. Et elle a fini l'année 2020 juste au moment de l'accord entre le Royaume-Uni et l'Europe sur le Brexit à un peu en dessous de 1,12. Donc, elle avait baissé globalement de 6%. C'est pour ça que l'année dernière, à la même époque, tu envisageais de ralentir les investissements en Angleterre avec la hausse de la livre. Et puis là, donc tu as pu acheter dans très bonnes conditions avec une livre en moyenne qui était aux environs de 1,10, 1,12, c'est ça? Exactement. En fait, on avait prévu à la fin du premier semestre 2020 de ralentir un peu sur le Royaume-Uni puisque la livre était en constante augmentation. Le Covid-19 a permis de rallonger la fenêtre d'opportunité puisqu'on a pu acheter en moyenne à 1,10 au cours de l'année 2020, un peu plus d'1,10, mais vraiment sur des niveaux très intéressants. Et on a même réalisé une acquisition au mois de février sur la base d'une livre haute qui, si on l'enlève et qu'on prend uniquement les actifs achetés suite à la crise du Covid-19, on tombe vraiment très très bas, légèrement en dessous des indices. Donc plutôt ça fait acheter 6 à 7% moins cher parce que ça l'était en début d'année. C'est ça que
quand tu dis que la crise a donné des opportunités. Exactement. Il faut rappeler, je pense qu'avant l'accord du Brexit, la livre, pour une livre, on était à 1 euro qui oscillait entre 1,35 et 1,40. Donc, ça nous laissait de toute façon une marge importante. Mais c'est vrai que le niveau de la devise, suite à la crise du Covid-19 était vraiment une opportunité qu'on pouvait pas manquer. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, et on en reparlera, suite à l'accord du Brexit et au fait aussi que la vaccination et la campagne de vaccination soit plutôt pour l'instant bien déroulée au Royaume-Uni, on retrouve une livre qui est quasiment au niveau de février 2020, donc avant la crise sanitaire, puisqu'on est aujourd'hui à 1,17. Okay. Merci Frédéric et merci Philippe. Là, sur la partie plutôt pays qui ont été identifiés comme avec du potentiel. Tu as parlé tout à l'heure de bureaux, de commerce, d'hôtellerie, etc. Moi, j'aimerais revenir sur le bureau. C'est une question qui n'a pas encore été posée sur le chat et je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser des questions sur le chat et qu'on tâchera d'y répondre, en tout cas de répondre à un maximum de questions. Mais le bureau, c'est quelque chose qui revient souvent. Dans la presse, on nous dit que demain, il n'y aura plus de bureaux. Et pourtant, je sais que les SCPI Quorum ont acheté des bureaux en 2020 et on avait acheté dans le passé. Est-ce que ça veut dire que le bureau, c'est terminé? Alors non, le bureau, c'est pas terminé. En tout cas, pas de notre point de vue. Déjà, nous, on le constate à l'échelle de l'entreprise et je trouve que c'est un vecteur intéressant. Aujourd'hui, on voit que tous les collaborateurs ont envie de revenir au bureau. Ils ont envie de retrouver une vie sociale qui comprend justement cette vie professionnelle, qui en fait partie, puisqu'on voit des gens, on échange et c'est comme ça aussi qu'on s'approprie l'ADN d'une entreprise. Donc, on le voit au niveau de nos collaborateurs. De façon plus générale, le télétravail a apporté des choses intéressantes, a montré qu'on pouvait travailler à distance, ça a été créateur de valeur d'une certaine façon, mais le télétravail à l'extrême, comme on le lit parfois dans la presse, pour nous, n'a pas d'avenir. Pourquoi? Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est qu'il y a plusieurs entreprises américaines qui souvent étaient un peu en avance et qui, à la fin des années 90, ont voulu justement passer en télétravail l'intégralité en télétravail à plein temps, 50% de leurs effectifs. Ces entreprises, c'est IBM et Yahoo notamment. Elles ont vite fait machine arrière. Pourquoi? Parce qu'elles se rendaient compte qu'en fait, elles créaient des consultants en interne, des gens qui n'avaient plus aucune culture d'entreprise, qui ne s'appropriaient plus l'ADN de l'entreprise et qui se rendaient compte en fait qu'ils pouvaient travailler complètement de façon indépendante. Par ailleurs, le niveau de créativité baissait énormément parce que les études réalisées à l'époque par les équipes RH montraient que le fait qu'il n'y ait pas d'échange de gestuel faisait baisser considérablement la créativité. Ça c'est un premier point. Le second point, c'est que aujourd'hui pour une entreprise, c'est très important de fédérer, c'est très important de réussir à recruter des talents, et pour ça, vous avez besoin que ces gens-là s'approprient la culture de l'entreprise et des objectifs en commun, des buts en commun et des échanges au quotidien. Donc la priorité des entreprises, et nous on échange beaucoup avec nos locataires, donc on le constate, ça va plutôt être de créer des espaces de vie au sein des bureaux. Évidemment, pour aller vers un modèle un peu différent, où on va privilégier les open space et les lieux où on peut avoir de l'échange, où on peut manger ensemble, faire du sport ensemble, échanger à la machine à café. Mais tout ça, c'est générateur de mètres carrés. Ça veut dire que on va peut-être abandonner certains mètres carrés parce que on va autoriser le télétravail peut-être 1 ou 2 jours par semaine, mais on va en ajouter parce qu'il va falloir créer des espaces de vie, des espaces où les collaborateurs vont créer du lien entre eux. Et si on prend même un tout petit peu plus de hauteur, on se dit que aujourd'hui, il y a des endroits où les loyers sont très chers, comme les ultra-centres-villes, et que finalement, si on a recours au télétravail, on peut peut-être se déporter un tout petit peu, mais créer un siège où on paiera un loyer un peu moins cher, du mètre carré, avec un peu plus de surface, et qui permettra vraiment d'être à l'image de l'entreprise. Et ça va même plutôt dans le sens des SCPI, puisque aujourd'hui, si on regarde le patrimoine notamment des SCPI Quorum, on voit qu'on a plutôt des grosses entreprises implantées plutôt en périphérie avec des baux très très longs et une grosse sécurité locative. Je pense qu'il y a 2 notions à ne pas confondre, peut-être Philippe, c'est la volonté des entreprises dans le contexte de faire des économies et d'abaisser les charges relatives aux loyers, enfin les loyers qu'elles payent pour les mètres carrés pour lesquels sont leurs collaborateurs. Mais ce qu'on peut constater aussi, et c'est assez général, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas particuliers, mais que globalement, que ce soit les salariés, les fonctionnaires et les entreprises ou les administrations, les gens ont plutôt envie de se retrouver, de travailler et pour partager l'expérience, parce qu'après tout, la vie professionnelle est aussi un lieu de sociabilisation. Et on sent quand même qu'il y a un mouvement assez fort de ce côté-là, à côté où également, il faut le reconnaître, de la volonté des entreprises de baisser le coût des mètres carrés qu'ils utilisent.
Okay. Mais c'est deux notions différentes. Merci à tous les deux. Je me tourne à nouveau vers Jonathan. On a fait un peu le bilan de 2020 et sur la partie obligataire et sur la partie immobilière avec les résultats que vous avez annoncés. Quelles sont les perspectives, même si je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais quelles sont les perspectives sur la partie obligataire pour 2021? Merci Baptiste, quand on parle d'obligations et de marché obligataire, on parle de l'économie réelle, puisqu'on finance les entreprises que vous connaissez tous, des entreprises que vous connaissez tous, et donc on peut faire le parallèle avec notre vie quotidienne. Entre notre vie quotidienne depuis ce Covid et puis la vie des entreprises. Et on voit que depuis un an, et la fin même du premier confinement, la vie a repris. Alors, elle reprend tout doucement, mais la vie économique reprend aussi. Donc ces entreprises qui étaient complètement à l'arrêt en mars-avril 2020 ont commencé à reprendre une vie et à recommencer à travailler. De l'autre côté, on a des secteurs, comme le disait Philippe, qui sont aujourd'hui encore un peu sinistrés. Tout ce qui est loisirs, tout ce qui est tourisme. Mais là, il n'y a pas de nouveauté. C'est-à-dire que 2021, ces secteurs sinistrés le sont toujours, peut-être même un peu moins parce que la vie économique reprend. Et les secteurs qui fonctionnent en 2020 fonctionnent toujours en 2021 et fonctionnent même un peu mieux puisqu'il y a un peu plus d'activité. Donc 2021, on l'envisage plutôt bien. J'ai cité un premier exemple qui était Netflix juste avant. Je peux vous parler d'une entreprise que l'on suit de très près qui est CMA-CGM, qui est un des leaders dans le fret maritime, dans le transport maritime, qui a bénéficié en 2020 de conditions exceptionnelles. Et ces conditions sont au nombre de deux. C'est l'arrêt du fret aérien pendant 2020, donc aucun fret aérien. Donc ça veut dire que le transport maritime était la seule voie pour le transport entre continents. Et de l'autre côté, le coût du pétrole, qui est le plus gros poste de charge pour ces entreprises, et il y avait un pétrole très bas. Et sans grande surprise, 2021, c'est exactement la même chose. CMA-CGM fera une très bonne année 2021 parce que le fret aérien n'a toujours pas repris, un petit peu mais pas repris, et le pétrole est toujours au plus bas. Donc, pas de grosse surprise pour 2021, et donc par contre, une économie qui reprend des couleurs. Alors, je ne parle pas d'un nouveau confinement, même si un nouveau confinement arrivait de façon localisée, l'économie a repris. Donc, des perspectives 2021 qui devraient être donc encore meilleures que 2020 sur le côté obligataire. Et merci Jonathan. Et du coup, Philippe, sur la partie immobilière, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as envisagé quelques perspectives? Oui, sur la partie immobilière, ce qu'on constate, et encore une fois, c'est très opportuniste, c'est pragmatique, c'est que finalement, l'investissement immobilier aujourd'hui est plus simple à réaliser qu'avant la crise sanitaire. Alors, plus simple, pourquoi? La première raison, c'est que, on va dire qu'en 2019, il y avait probablement trop d'argent sur les marchés. On le sait aujourd'hui, l'argent coûte très peu cher, on peut s'endetter avec des niveaux de taux d'intérêt qui sont très très bas, et ça n'a pas été bousculé par la crise du Covid-19, c'était une volonté des banques centrales et ça se justifiait complètement. Mais évidemment, les investisseurs ont un peu changé leur braquet suite au Covid-19. Certains sont plutôt dans une position d'attente. Certains vendeurs ont besoin de vendre plus vite parce qu'ils ont des financements sur des actifs dont la valeur a changé, donc ils sont plus limités. Et ça fait qu'on a un marché finalement immobilier où il y a toujours des actifs à vendre parce qu'on peut pas les enlever du marché trop longtemps. Il y a de la pression et moins d'acheteurs, donc moins de concurrence. Et le Covid-19 évidemment a bousculé nos vies. Et ça a été négatif sur plein d'aspects. S'il y a peut-être un aspect positif à retenir, c'est que certains actifs immobiliers, mais d'autres classes d'actifs, étaient peut-être un peu survalorisés. Et le Covid-19 va permettre de remettre un peu les choses à plat. Alors certaines valeurs vont continuer à s'envoler. On voit qu'il y a une appétence démentielle pour la logistique qui aujourd'hui coûte très très cher. Mais à côté de ça, des opportunités vont se créer. Et aujourd'hui, si les perspectives 2021 sont bonnes, c'est notamment parce que on a moins de concurrence et on a la possibilité de réaliser des vrais coups sur le marché. Quand je dis coups, je parle vraiment de bonnes affaires dans certaines classes d'actifs parce que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui attendent de voir pour se positionner sur le bureau, même si le bureau n'a pas été trop impacté. Mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui veulent plus du tout entendre parler du commerce ou de l'hôtellerie. Et tu profites de cette situation. C'est triste à dire, mais tu profites de cette situation. Je ne sais pas si je profite de cette situation, mais en tout cas, cette situation est génératrice d'opportunités, puisque si demain, vous avez
un hôtel qui a toujours été extrêmement performant, qui est opéré par un des plus grands opérateurs mondiaux, qui est parfaitement capitalisé, qui a un niveau de garantie important, que cet hôtel, finalement, on a de très bonnes perspectives sur sa reprise le jour où on sera sorti de crise, qu'on a des garanties qui nous permettent d'être certains d'avoir le paiement des loyers pendant les peut-être 2 années à venir dans lesquelles il faudra faire le dos rond, et qu'on a un vrai discount sur le prix, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qu'on regardera, et on aura la même approche sur le commerce. Mais c'est une approche opportuniste qu'on a toujours eue. Je parlais de la logistique où les prix s'envolent. Il y a 2 ans, on a acheté une très grande plateforme logistique, sauf qu'au lieu de louer un acteur majeur pour 10 ans ferme toute neuve, sauf qu'au lieu de l'acheter en Europe occidentale, on l'a acheté sur l'aéroport de Ljubljana en Slovénie. La grosse différence, c'est qu'on l'a payé 7% quand à Milan, pas si loin, elle aurait coûté 4%. Ce sont des approches opportunistes où il faut essayer d'être un peu en avance. C'est un peu la même approche que sur le Brexit. Donc oui, les perspectives de 2021 sont bonnes parce que cette crise va générer de l'opportunité. En fait, c'est l'histoire de Corum, il fallait au-delà des idées communes. L'idée commune, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, c'est le bureau est mort. Exactement. Le bureau est mort, il va y avoir un impact, c'est sûr. C'est comme le Brexit, ça va avoir un impact sur l'économie anglaise. Mais on partait d'une situation où les marchés avaient exagéré les prix parce qu'il y avait trop d'argent. Et lors que vous avez une crise qui amène les marchés à réagir exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on suramplifie les effets de la crise. Et nous, c'est notre lecture, par exemple, de ce qui est en train de se passer sur le bureau. C'est-à-dire que le lieu commun, c'est demain, il n'y a plus besoin de bureaux. C'est pas du tout ce qui va se passer. Il y aura toujours besoin de bureaux. Sauf que s'il y a moins d'acheteurs parce que tout le monde est convaincu qu'il y a moins de bureaux, donc les prix vont devenir plus raisonnables. Donc, si vous trouvez un immeuble, au lieu d'acheter à 4, vous l'achetez à 6, et dedans, vous avez un très bon locataire, comme Google, par exemple, et vous avez 10 années de bail, après tout, où est le risque? Au contraire, vous avez fait une très bonne affaire par rapport à celui qui a acheté le même immeuble avant la crise à 4% et qui avait des certitudes sur l'immobilier de bureau qui serait toujours à l'abri. Donc, nous, notre conviction générale, et c'est vraiment obligataire qu'en immobilier, c'est d'utiliser un petit peu les consensus généraux qui font soit des exagérations dans les prix, soit au contraire qui font des décotes un peu ridicules sur les prix réels des actifs. Et après, derrière tout ça, ce qui compte, c'est l'économie réelle. Dans l'immobilier, c'est un locataire qui paye un loyer. Et donc, il faut un locataire solide qui soit engagé le plus longtemps possible dans son immeuble. Et quand on prête de l'argent avec les obligations, c'est une entreprise solide qui a des perspectives de croissance et un peu quelles que soient les circonstances. Et il faut acheter l'obligation à un bon prix. Voilà. Ce qui est très amusant dans ce que tu dis, Frédéric, et dans les questions que posait Baptiste, c'est qu'on se rend compte en fait que tout est lié et que si on arrive à anticiper un peu certaines choses, effectivement, on peut faire de bonnes affaires. Jonathan parlait du coût du pétrole qui est tombé très bas parce qu'il n'y avait plus de transport aérien et ce qui a impacté CMA CGM. Ce même prix du baril de pétrole, le dollar canadien, il est très corrélé. Donc, on a eu beaucoup d'investisseurs quand on parlait du Canada qui disaient mais le dollar canadien est un peu en train de baisser. Est-ce que c'est intéressant? C'est évidemment le moment où c'est intéressant puisque quand le transport aérien va reprendre et potentiellement le prix du baril remontera, le dollar canadien remontera et reviendra vers son cours historique. Et c'est la même logique que sur le Brexit où je disais récemment lors d'un échange avec un investisseur, j'ai plusieurs investisseurs qui m'appellent en ce moment pour me demander justement ce que donne le marché anglais et si c'est pas intéressant d'y aller maintenant que l'accord du Brexit a été signé. Et on se disait tout à l'heure que la livre elle remonte depuis le début de l'année parce que justement cet accord a été signé et parce que la vaccination fait son effet. Donc si on arrive à être effectivement un petit peu précurseur et à éviter les surréactions parfois des marchés, on peut créer de la valeur et profiter aussi de certaines crises. Okay. Bon alors Philippe, Jonathan, éviter les surréactions des marchés qui font qu'on achète trop cher ou profiter des sous-réactions du marché qui fait qu'on peut faire des vraies affaires. Concrètement, ça veut dire quoi pour l'épargne? Parce que là, on a parlé de comment nous on vivait cette crise et qu'est-ce qu'on y voyait à la fois comme risque mais aussi comme opportunité. Qu'est-ce qu'on fait pour son épargne? Qu'est-ce qu'on fait quand on est épargnant? Vous avez parlé de votre point de vue et de votre fenêtre de professionnel. Maintenant, quand on est épargnant, il faut faire des choix. Et quels sont vos conseils par rapport à ça, Jonathan, par exemple? Alors, déjà, éviter 2 réactions qui sont pas les bonnes pour l'épargne. C'est l'immobilisme. C'est-à-dire, je fais le dos rond, je ne fais rien pendant la période de la crise, mais sauf que la crise a commencé en mars l'année dernière. On est toujours en mars, elle est toujours là. Donc, si je ne fais pas travailler mon épargne pendant 1 an et elle n'est pas finie, la crise, je ne ferai pas fructifier mon épargne. Donc, l'immobilisme, c'est pas la bonne solution dans l'épargne. Et la réaction extrême qui est pire, c'est de dire je vends pour récupérer des liquidités, pour garder ça sous mon matelas, parce que comme ça, je serai protégé.
Donc ça, c'est la réaction la pire, puisque si on prend les marchés financiers, on a connu en 2020 un CAC 40 qui a fait jusqu'à moins 40%. Si on vend à ce moment-là, on est sûr de ne pas faire la meilleure affaire du moment. Et en même temps, et c'est ce que disait Frédéric juste avant, c'est que certaines réactions ne reflètent pas l'économie réelle. Un CAC 40 à moins 40 ne reflète pas l'économie réelle. Il y a un côté psychologique, il y a peut-être d'autres mécanismes qui font que la bourse amplifie l'économie. Et mon premier conseil dans l'épargne, c'est comprenez où va votre argent et à quoi sert votre argent. Et si je reprends deux exemples simples, une obligation, c'est quoi? C'est je finance des entreprises et ce que je touche, c'est le remboursement de ces entreprises, du capital et des intérêts, enfin surtout des intérêts. Et en SCPI, j'achète un immeuble dans lequel il y a un locataire, ce locataire paye un loyer et ce loyer m'est reversé sous forme de dividende. Donc je participe à l'économie réelle et je comprends dans quoi est investi mon argent. Donc ça, c'est mon premier conseil. Essayez de comprendre dans quoi vous investissez. Si vous ne comprenez pas, c'est que c'est potentiellement pas le bon produit. Et j'ajouterais essayer de comprendre et se faire quelque part une conviction, une religion. C'est-à-dire que les choses qu'on ne sent pas, et par définition, les choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on peut comprendre les choses, mais si on ne les sent pas, il ne faut surtout pas le faire. Alors, je ne parlerai même pas des crypto-monnaies dans lesquelles il y a des fluctuations gigantesques. Et mon deuxième conseil, mais que vous connaissez tous, c'est ne jamais mettre ses yeux au même endroit, dans le même panier. Encore une fois, votre épargne doit être diversifiée et doit correspondre surtout à vos objectifs que vous vous êtes fixés. Et justement, Jonathan, par rapport à ces objectifs, comment on peut le définir et par rapport à quel profil d'investisseur? Baptiste, je te retourne la question. Quels sont tes projets à toi? Tu as envie d'acheter ta résidence principale? Tu as envie de financer les études de tes enfants? Tu as envie de préparer ta retraite? Tu as envie de préparer ta transmission? Donc, on a tous des objectifs qui nous sont propres. Et en fonction de ces objectifs qui nous sont propres et personnels, il y a des durées d'épargne en face. Si je veux acheter ma résidence principale, j'ai besoin d'un apport. Et mon apport, je vais le constituer entre 1 an et 2 ans. Si je veux préparer ma succession ou préparer ma retraite et que j'ai entre 30 et 40 ans, j'ai 20 ans devant moi, 20 ans d'épargne devant moi. Donc, chaque projet aura, entre guillemets, sa constitution d'épargne liée. Et puis à cela, il faut regarder derrière le risque que je souhaite prendre. Et ce risque mettra en face un rendement en face. Ok. Mais du coup, par rapport à ce risque et par rapport à mon projet, et tu as donné quelques exemples, comment je vais pouvoir définir le type de produit ou d'investissement que je vais pouvoir choisir? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un produit pour un projet ou est-ce que tu vois, tu as des choses plus variées en tête? Donc, une fois que vous avez votre projet en tête et vous savez pourquoi vous voulez épargner, c'est le niveau de risque, ce que je disais juste avant. Et je vais prendre l'exemple que vous connaissez tous, qui est le livret A. Se dire, c'est le placement, entre guillemets, le plus sécurisé, puisque le capital est garanti. Par contre, c'est celui qui a le plus faible rendement, puisque sur un livret A, on est à 0,5% de rendement. Sachant que l'inflation l'année dernière était supérieure à 1%, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous épargnez sur votre livret A, entre guillemets, vous vous appauvrissez. Le parallèle du livret A, c'est ce qu'on appelle le fonds euro en assurance vie, qui est le fonds garanti par excellence, qui avait encore des bonnes performances il y a une dizaine d'années, mais qui depuis 10 ans a des performances qui s'érodent, donc des très faibles performances. Donc, quel est le risque que je souhaite prendre? Est-ce que je suis prêt à aller chercher un peu plus de risques? Et si je vais chercher un peu plus de risques, je peux avoir un peu plus de rendement. C'est ce que vous voyez à votre écran. Sur les produits Quorum, on est sur une prise de risque qui est un peu supérieure, mais avec un rendement qui est supérieur également. Et peut-être peut-être aussi une différence, c'est que en définitive, qui sait ce que l'argent de son livret A, à quoi est utilisé l'argent de son livret A? Je vous invite tous à aller voir le site de la Caisse des dépôts et consignations et vous allez avoir une surprise. Le fonds euro, ça a été fait pour financer les obligations d'État. Après, on voit obligations d'État, mais le fonds euro, c'est l'État qui vous dit, écoutez, si vous bloquez votre argent pendant 8 ans et si ça sert à financer globalement les emprunts que j'émets, je vous fais un cadeau fiscal.
mais avec le temps, l'État paye de moins en moins cher les emprunts qu'il fait. Donc l'obligation d'État, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas la carte fiscale. Et puis après, il y a ce que propose Quorum, qui est l'investissement dans l'économie réelle. Et c'est pour ça qu'on est très attentif à partager avec vous ce qu'on fait de votre argent, que ce soit dans les immeubles avec le détail des locataires ou les obligations. C'est qu'il y a, à mon point de vue, une chose très importante pour son épargne et bien comprendre le risque. C'est qu'est-ce qui est fait avec mon argent et quelle est l'idée des gérants par rapport à cet investissement. Quelle est leur vision? Et c'est ce qu'on a essayé de partager avec vous et qu'on a essayé de faire notamment Jonathan et Philippe par rapport à ce qui s'était passé en 2020 et ce qu'ils voient en 2021. Mais c'est ça qui est important. Et évidemment, on n'a pas forcément une vision exhaustive et en tout cas, on prétend pas avoir un savoir universel en matière d'investissement, mais on a une vision sur notamment les SCPI, sur l'immobilier et les obligations d'entreprise. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Jonathan, sur les actions? Sur les actions, sur le marché actions, ce que je disais juste avant, c'est qu'on est complètement décorrélé aujourd'hui de l'économie réelle. Donc c'est un marché qui suramplifie toutes les réactions. Donc à ce jour, on ne propose pas de produits actions chez Quorum et on se focalise vraiment sur des choses que l'on comprend, notamment le marché immobilier avec les SCPI et le marché obligataire. Le CAC 40 a fait moins 40% l'année dernière, sachant que le CAC 40 est celui dans lequel il y a le moins de fluctuations malgré ces moins 40%. Le marché obligataire, en comparaison, a fait moins 20% au plus bas de la crise, comparé à moins 40 du CAC 40. Et pour les fonds Quorum, au plus bas de la crise, ça a été moins 7%. Donc, vous voyez la différence par rapport au marché action. Pour les fonds Et du coup, Philippe, sur la partie immobilière, parce que là, on a parlé d'obligations, on a parlé de livret A, on a parlé d'actions. Sur la partie immobilière et par rapport à la prise de risque, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, l'ASCPI, c'est un produit immobilier. Qu'en est-il de la prise de risque et de la durée d'investissement? Tu nous en dis un peu plus? La prise de risque d'un produit comme la SCPI, c'est un produit où le capital n'est pas garanti, donc forcément on n'est pas sur le même niveau de risque que le livret A ou le fonds euro par exemple. En revanche, c'est un niveau de rendement qui est supérieur. On recommande un horizon d'investissement qui est de 8 ans minimum et qui permet de générer la performance dans le temps. Mais c'est un investissement sur le long terme. Le parallèle que faisait Jonathan est assez pertinent. Je pense que quand vous investissez en SCPI, vous investissez finalement dans un immeuble, donc c'est quelque chose de tangible qu'on peut toucher, mais vous investissez surtout dans un locataire. Et en ça, il y a une vraie synergie avec les obligations, et c'est pour ça qu'on est sur ces deux classes d'actifs. C'est que vous investissiez dans une entreprise directement ou dans une entreprise via l'immeuble qu'elle occupe, vous faites un pari, vous investissez dans l'économie réelle. Et effectivement, c'est différent des actions, et ce que disait Frédéric était très pertinent, puisque les actions, c'est très volatile, on a des réactions parfois épidermiques des marchés, on peut gagner beaucoup, on peut perdre beaucoup. Si on prend un exemple qui est assez proche de ce qu'on connaît, qui est l'immobilier, on peut prendre l'exemple des foncières. Les foncières ont toutes été très impactées par la crise sanitaire, alors qu'évidemment, elles étaient toutes dans des situations très différentes. Et si elles avaient émis des obligations, il y aurait des niveaux de rendement différents. Mais on met un peu tout dans le même panier parce que les marchés ont tendance à surréagir. C'est ce qui crée un peu cette volatilité des actions. Et c'est pour ça qu'on a peut-être un peu plus de visibilité sur les SCPI ou le marché obligataire. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a fait un point, je pense, assez précis des différentes possibilités qu'il y avait en matière d'épargne. Vous m'avez parlé d'immobilier, d'obligations, on est passé sur les actions. Mais en revanche, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, c'est l'assurance vie. Alors que c'est ce que l'on appelle, en tout cas, l'un des placements préférés des Français. Et pourquoi vous n'en parlez pas? Alors, Baptiste, je t'arrête tout de suite. L'assurance vie n'est pas un produit. L'assurance vie, c'est un cadeau que nous fait le gouvernement en échange de placer son argent pendant 8 ans. L'État nous fait un cadeau fiscal. Mais l'assurance vie en soi, c'est une enveloppe. Et dans cette enveloppe, on y loge les produits que l'on souhaite. Donc, on peut y loger des actions, on peut y loger de l'immobilier au travers de la SCPI notamment, et on peut y loger des obligations. Donc, l'assurance vie en soi, il n'y a pas de performance générale de l'assurance vie, c'est la performance de votre contrat d'assurance vie sera le résultat des produits d'épargne que vous logez dans votre contrat. Okay.
Claire, merci beaucoup. Du coup, Frédéric, est-ce que tu as compris les bons réflexes par rapport à l'épargne, aux différentes offres et solutions? D'abord, je pense qu'il faut définir son projet, quels sont ses projets. Ensuite, oui, il y a une règle d'or, c'est qu'il faut malgré tout garder une partie de son épargne liquide. Tout à l'heure, on a parlé du livret A. Évidemment, il faut avoir un livret A pour avoir un bout de son épargne liquide. Et il y a d'autres solutions. Et ensuite, une fois qu'on a défini son projet, qu'on a mis une partie de son épargne disponible, bien ensuite, il faut aller chercher les produits d'épargne qui, d'abord, que l'on comprend, dans quoi j'investis et quelque part à quoi ça sert et comment fait cet argent pour me revenir. Se faire son opinion, son conviction, sa conviction. Et là-dessus, il faut avoir, il faut pas être timide. Je pense que il faut faire aucun complexe. Tout ça, c'est des choses au fond assez simples. Tout à l'heure, on parlait d'immobilier. Évidemment, si un locataire paye pas son loyer, une SCP, elle va avoir du mal à payer les dividendes, comme vous l'expliquez, Philippe. C'est la même chose pour une obligation, une action. C'est peut-être des mots un peu barbares, mais tout ça, en définitive, il faut que ça reste très simple. Et en tout cas, les gens qui doivent vous l'expliquer doivent vous le faire simplement. Et puis une fois qu'on s'est fait sa conviction et qu'on se dit qu'on a un horizon d'investissement, donc une durée pendant laquelle on va bloquer ou pas son épargne qui correspond à son propre projet, eh bien il faut pas hésiter à le faire. Et je dirais indépendamment des circonstances. Voilà, je vais vous prendre un exemple très simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, investir à la bourse, c'est complètement idiot. Pas si, on a une appétence au risque un peu forte et qu'on se dit que les marchés sont bas et qu'il faut profiter d'une bourse qui est basse. À contrario, si on comprend pas ce qu'on achète à la bourse et qu'on comprend pas notamment les actions, les entreprises qui correspondent à ça, il faut peut-être aller voir, écouter son conseiller et puis suivre ses conseils. Nous, ce qu'on peut vous proposer chez Quorum, c'est donc de l'immobilier via les SCPI, avec une expertise maintenant qui a montré depuis 10 ans qu'on pouvait faire des choses intéressantes et rentables avec l'immobilier via les SCPI. Il y a également nos fonds obligataires. Donc là, on prête de l'argent aux entreprises. Et n'hésitez pas à appeler nos conseillers qui vous expliqueront exactement ce que vous pouvez faire pour votre épargne. Un peu plus en détail, c'est quelles sont nos convictions. Voilà pourquoi est-ce qu'on part investir à tel endroit ou à tel endroit. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas à tel endroit et pourquoi est-ce qu'on aime bien tel type d'immeuble, tel type d'entreprise quand on prête de l'argent. Et c'est des vraies questions qu'il faut se poser, je pense. Et derrière ça, on peut les loger donc dans un contrat d'assurance vie avec tous les avantages fiscaux du contrat et les avantages au niveau de la succession également. Bien, merci beaucoup. Frédéric, effectivement, tu mentionnais le fait de pouvoir être conseillé, et alors notamment par des conseillers de chez Quorum. Un lien sera disponible dans le chat où vous pourrez prendre rendez-vous directement avec un conseiller et qui pourra aller un petit peu plus loin que ce que l'on vient de se dire et avoir une discussion vraiment propre à vos projets, à vos objectifs et à votre profil. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Merci pour votre participation. Très bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.